Hello à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Je suis avec Antoine, comment ça va Antoine? Salut Paul, salut tout le monde. On va parler aujourd'hui de comment garder ses clients. La semaine dernière, on vous a fait un petit épisode sur comment trouver des clients. Alors pour la petite histoire, on voulait faire comment garder ses clients en premier. Et puis on a une petite remarque sur Twitter très pertinente d'un abonné qui nous a dit mais est-ce que vous avez déjà fait un épisode sur comment trouver ses clients? Et il s'avérait que non. Donc voilà, on a commencé dans l'ordre. Donc là, on se retrouve pour l'épisode comment garder ses clients. On a plusieurs points qu'on va aborder. Le but, c'est qu'en fait, n'importe quel freelance, n'importe quelle agence puisse trouver des tips et mettre en place justement les conseils qu'on va donner ici, étant donné que, bah voilà, en freelance ou en agence, prestataire de service en tout cas, vraiment garder ses clients, c'est la base de la base. Et je dirais même, il y a un moment où c'est même plus important que d'en trouver d'autres en fait. Parce que même en SEO, il y a tout un processus d'audit, etc., qui vont retarder les résultats. Alors que typiquement, voilà, hein, quand on a un client depuis longue date, tous les mois, on peut vraiment apporter du concret, des nouveaux résultats SEO, etc. Puis même d'un point de vue trésorerie, on va pas se mentir, c'est quand même plus simple, étant donné qu'à chaque fois qu'on signe un nouveau client, bah, on va passer du temps gratuit, entre guillemets, à faire la propale, etc. Il y a un taux de closing, donc ça veut dire que ça ne réussit pas dans 100% des cas. Donc voilà, vraiment pour moi, je pense qu'Antoine sera d'accord, mais garder ses clients, pour moi, c'est encore plus important presque que trouver des clients, sauf si vraiment vous avez zéro client, évidemment. Mais, euh, mais voilà pour ça. Alors, je vais rappeler les performances du podcast. Donc, on approche les 1100 abonnés sur YouTube. Donc, ça fait que d'augmenter. Donc, merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci encore une fois à toutes les personnes qui prennent le temps de commenter aussi. Et sur Spotify, là, avec Antoine, on n'est vraiment pas content. On a hésité à arrêter le podcast carrément à tout jamais. Parce qu'en fait, on a 60 avis. Et je crois que ça fait 1 ou 2 semaines qu'on a 60 avis. Alors, vous le savez, nous, on est super contents d'avoir 60 avis. Paul met un Euh, coup de pression là, attention. Là. non, mais on est trop content d'avoir 60 avis. En vrai, c'est un truc de fou. Vous le savez, on a pas mal teasé le cap des 50 avis. On a fêté ça en faisant un audit d'un abonné, etc. Un audit SEO. Donc très très cool. Mais là, quand même, ça bouge plus. Et je sais qu'il y a quand même plus de 60 personnes qui nous écoutent. Alors, pour les gens qui voudraient nous soutenir, n'hésitez pas à le faire. Encore une fois, pour évaluer une émission sur Spotify, c'est avec les 3 petits points tout en haut quand vous êtes sur la page de l'émission. Et voilà, ça nous ferait énormément de plaisir. Après, bon, si vous voulez pas, on va pas non plus en mourir, quoi. Je rappelle, avant de commencer l'épisode, que le podcast est sponsorisé par Linkuma. Comme d'habitude, je vais vous lâcher les mots-clés. Linkuma, plateforme de netlinking, backlinks à partir de 7 €, possibilité de déléguer vos commandes gratuitement. Possibilité aussi, on n'en parle pas souvent, mais d'avoir un petit audit de netlinking gratuit lorsque vous commandez pour les premières fois sur Linkuma. Donc, très très bonne plateforme, très bon rapport qualité-prix. N'hésitez pas, lien affilié en description. Antoine, là sur mon Google Docs, j'ai écrit retour sur nos semaines, comme à chaque fois. Est-ce que toi, alors là je te prends encore une fois au dépourvu, C'est mais toujours est-ce qu'il y a pareil. des éléments marquants ou pas forcément? C'est toujours pareil. Un élément marquant, j'ai fait mon point trimestriel hier, ça s'est super bien passé. Je sais pas si c'est Ok, vraiment très marquant, mais bon. Du coup, tu bah fais si. plein de points trimestriels. Et globalement, moi, je trouve que vraiment, je trouve que moi aussi, c'est gérer l'équipe, elle est vraiment trop bien. Ok, Ouais. trop cool. Bah, c'est un point marquant, hein. Ah oui, franchement, c'était pas le cas. Enfin, disons que ça a pris du temps de construire une équipe aussi qualitative. Donc, franchement, Ouais, c'est ouais. vraiment top. Bah, tu sais quoi, je fais un parallèle avec ce que j'ai dit au début. C'est mieux de garder ses clients que d'en trouver des nouveaux. Je pense que c'est pareil pour les salariés et les talents que tu recrutes. Vaut mieux les garder plutôt que de miser sur un turnover de fou et de toujours devoir faire des entretiens d'embauche et tout. Enfin bref, c'est un peu la même logique. Donc non, bah écoute, très content pour toi. Moi de mon Alors, côté, j'ai rien de spécial, en vrai. tu me J'ai disais que rien de t'étais moins spécial. productif en ce moment, c'est ça? Ah ouais, si, oui, oui. Effectivement, si j'ai quelque chose de spécial, c'est qu'en fait, ces derniers jours, j'ai pas mal négligé mon sommeil. Alors, parce qu'en gros, moi, normalement, j'ai une routine, je suis un peu un robot. Je me couche, je me réveille à la même heure tout le temps, même le week-end limite et tout. C'est comme ça que je suis le plus productif à terme, je trouve. Et là, il y a 2 soirées qui sont venues, enfin 2 week-ends qui sont venus perturber un peu cet équilibre-là. D'ailleurs, j'ai testé les soirées sans alcool. Bon, bref, c'est un autre truc. Mais il y a eu un petit impact sur le sommeil. Et après, ça fait un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire que
j'étais un peu dans un mood saoulé, fatigué, tu vois. Et donc le soir, je sais pas, je savais que je devais me coucher, qu'il était 22h. Mais je me disais, bon, c'est bon, allez, je reste sur mon téléphone, je joue à un jeu, etc. Je reste sur les réseaux. Parce que justement, j'étais un peu. J'avais la flemme de tout, même d'aller me coucher, même de faire attention à mon sommeil. Et du coup, ça a fait un peu un cercle vicieux. Et du coup, j'étais pas à des niveaux d'énergie de fou, là, ces derniers jours. Et donc, évidemment, j'y ai remédié. Et là, bah, ça va beaucoup mieux, tu vois, peut-être en 5-6 nuits, bonne nuit, tu vois, de 8 heures, 8-9 heures de sommeil. Je pense que j'ai rattrapé un peu la dette de sommeil que j'avais. Et donc, bah, tout roule pour le mieux. Mais je me suis dit quand même, c'est ouf à quel point, parce que même d'un point de vue humeur, mood, état d'esprit, bref, on l'appelle comme on veut, quoi. Bah, en fait, je voyais l'impact, hein. Je voyais vraiment que, je sais pas, j'étais plus saoulé, fatigué certes, mais aussi plus négatif et tout. Alors qu'en temps normal, pas du tout, quoi. Donc voilà, je trouve que le sommeil, c'est important, de ouf. Je le savais, mais ça faisait longtemps que j'avais un très bon sommeil, donc en fait, je m'en rendais plus trop compte. Et là, le fait d'avoir une petite période nulle, Est-ce que tu as voilà. prévu de bouger là dans les mois à venir? Parce que tu es rentré sur Caen, mais je sais que c'est passager. C'est peut-être ça aussi qui joue, non? Peut-être En, t'as envie de repartir à l'aventure ou même peu importe. en vrai, pas tant que ça, tu vois. Même, j'en discutais avec pas mal d'autres personnes. Moi, j'ai eu zéro bad suite au fait d'être parti un an. Tu vois, il y a des personnes, ils partent, ça leur change leur vision. Ils découvrent qu'ils sont faits pour le voyage, qu'ils adorent ça, tu vois. Ouais. Moi, pas forcément, honnêtement. Donc, je suis rentré, j'étais tout aussi content. Et non, du coup, pas de voyage de prévu. Alors, ma copine, elle essaie de m'influencer pour qu'on parte en Italie parce qu'elle a trop envie de faire ça. Donc peut-être qu'on fera ça, tu vois, courant septembre ou quoi. Ça me tente bien aussi, honnêtement, ça a l'air hyper joli. Mais non, honnêtement, je pense même pas que ce soit ça. Là, pour le coup, c'était vraiment juste une question d'heure de sommeil, quoi. Enfin, c'est Et comme ça que même j'ai interprété. sans parler de voyage, est-ce que tu as prévu de prendre ton appart ou changer de ville, Bah, tu vois? Genre ouais, te mettre. écoute, pour l'instant, là, je suis bien à Caen. En fait, j'ai rien qui me pousse à prendre un appart ou quoi. C'est ça le problème, c'est que j'ai trop le choix, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, je me dis, bah, en fait, autant que je reste ici, j'ai pas forcément besoin de prendre un appart. Moi, j'avais un pote qui vivait dans un booking et c'est pas si cher que ça. Bon, c'est peut-être un bon 1,5 fois plus cher qu'un loyer, tu vois, facile. Ouais, Mais tu peux te faire des 3 mois en mode tu te prends pas la tête, tu te fais un bon booking dans une ville, tu vois, en gros, ouais, c'est c'est vrai. un peu le côté comme ça, et franchement, enfin, je dis ça parce que t'as la possibilité de le faire, moi je peux pas, tu vois. Ouais, Mais là, aujourd'hui, t'es libre comme l'air et peut-être ça ferait partie des choses aussi qui te pourraient je sais pas, te faire changer. ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, je pense que là, je suis à Caen avec la famille et tout. Je me dis, c'est cool, je profite d'eux à fond. Tu vois, truc tout bête, je vois mon grand-père assez souvent, etc. Je me dis, si j'étais à Lille, à Lyon, je ne sais où, ce serait pas le cas. Donc là, pour l'instant, tu vois, ça me convient bien. Mais ouais, tu vois, je me vois pas rester là 3 ans ici. Surtout que Caen, comme ville, honnêtement, j'aime bien, tu vois, mais c'est assez petit. C'est pas non plus la ville la plus stimulante. Et d'autant plus que je suis dans un village à côté de Caen, donc c'est même pas Caen. Et mais ouais, non, j'y réfléchis, mais là, disons que voilà, il y a rien pour l'instant qui me pousse. Alors, je reste tranquille, je profite de la famille. En vrai, c'est top aussi. Et puis j'ai surtout, j'ai tous mes amis aussi sur Caen en fait, hein. Mes amis de longue date, bah, sont canés, sont toujours sur Caen. Donc ça, c'est pas mal aussi. Tu vois, ça me permet de faire des restos avec eux, etc., de sortir un petit peu. Alors que si j'étais dans une autre ville, non. Mais le truc du Airbnb, 3 semaines, tu vois, tester. Lyon, tout le monde me parle de Lyon et j'ai pas testé. Et je me dis, il faudrait que je teste Lyon. Donc je pense que faire ça, ça pourrait être pas mal, un booking à Airbnb sur quelques semaines. Mais ouais, en tout cas, voilà, dormez bien. C'est un podcast développement personnel en fait. Il faut bien dormir. Il faut pas emmener son téléphone dans son lit parce que sinon ça retarde trop Et toi, l'heure de. c'était ta passion à la base, le dev perso. Tu m'as dit que quand t'étais quoi, en fin d'études, tu faisais pas de SEO, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Bon, passion, j'irai pas jusque là, mais oui, Ouais, j'ai c'est eu un bon intéressant. focus dev perso psychologie à la fin du lycée à peu près. Ok. Euh, et ouais, mais le sommeil en vrai, je me suis jamais trop renseigné, mais bon, on sait que c'est important quoi. Mais oui, à la base, c'est vrai que j'essaye d'optimiser, au-delà d'optimiser des sites pour qu'ils rankent dans Google, j'essaie d'optimiser pas mal ma vie aussi quoi. Parce que je me rends bien compte de l'impact que ça a, en fait. Moi, je suis méga heureux quand juste je dors bien, je m'entraîne bien à la salle, je mange bien, assez sain, et que du coup, j'ai des très bons niveaux d'énergie. Tu vois, je suis à fond. Et puis même sur l'humeur, je trouve que ça joue de fou, quoi. Genre, moi, je veux être vraiment, après,
je suis peut-être particulièrement impacté par ça, mais le manque de sommeil et tout, je vois qu'en quelques jours, ça fait une différence monstrueuse sur mes journées, hein. Enfin, c'est assez ouf, hein. Enfin bref, on va pas faire, on va pas faire une heure sur là-dessus, mais voilà. Alors, tiens Antoine, selon toi, c'est quoi les top trucs qui font partir un client? Parce qu'on va parler de comment garder ses clients, ce serait peut-être bien de mettre du contexte sur justement qu'est-ce qui fait partir un client, du coup, qu'est-ce qu'on veut éviter. Alors déjà, je pense qu'on va en reparler après, hein, mais il y a deux critères pour moi qui font qu'un client est plus ou moins difficile. Le premier Ouais, critère, c'est son budget. Donc un client qui n'a ouais. pas de budget, il va être extrêmement difficile. Et d'ailleurs, il faut Mhm. parfois dire non ou lui proposer une formation en ligne que de lui faire une presta. Le deuxième critère, c'est son niveau en SEO. Un client qui est excellent en SEO, Ouais, il va pas être content si le niveau est médium. Donc c'est les deux critères importants. Et ensuite, tu me disais, selon toi, les critères qui font partir un client. Bon, ouais. pour moi, déjà, une prestation SEO, ça se fait sur plusieurs mois. Le premier mois, normalement, c'est un audit avec vraiment un gros temps de travail stratégique. Mhm. Donc à ce moment-là, c'est ce que disait Emmanuel, et j'ai trouvé ça pas mal dans le podcast de Plix. Il disait que le plus important, c'est quand l'avion décolle. Parce Mhm. qu'en effet, c'est là que tout se met en place, les objectifs, les roadmaps, etc. Et donc, si Ouais, dès le début, que bah, voilà, l'avion décolle mal, c'est-à-dire que l'audit il part pas bien, etc. Même moi, si j'étais client qui suis bon SEO, tout de suite j'arrêterais. Et ouais. puis la communication, forcément, quelqu'un qui communique mal. Il y a le syndrome de l'imposteur pour les tout débutants. Alors ça, croyez-moi que quelqu'un qui a le syndrome de l'imposteur en SEO, c'est compliqué parce que vu que c'est une image très hard skill, le SEO, un peu geek, alors que pour moi, c'est beaucoup plus du marketing que du hack. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui se disent faut que mon interlocuteur, ce soit un mec, excusez-moi, mais c'est vrai, qui est geek, qui adore la tech, etc. Et donc celui qui va avoir un petit peu le syndrome de l'imposteur ou celle qui va avoir un petit peu le syndrome de l'imposteur, généralement ça peut un peu poser problème, donc il faut avoir un peu confiance. Euh, Ok. Vécu. D'ailleurs, il y a beaucoup de sexisme hein, dans le SEO, que ce soit entre SEO et clients, hein. Moi, j'en ai eu, hein, malheureusement. Souvent, c'est les petits clients qui connaissent rien au SEO, qui sont comme ça. Bah vas-y justement, raconte-nous parce que moi je t'avoue que ça m'intrigue honnêtement, j'ai pas eu de cas moi côté client de personnes qui me disent moi je veux absolument un gars ou quoi, mais raconte-nous bah sans citer le Bah, parce prospect qu'il ou le a dit ça client mais dès le début, mais moi aussi, ça m'est arrivé plusieurs fois, hein. C'est pour ça, nous, ah ouais? on l'a identifié, on en a parlé, on Putain, l'a c'est fou. processé, on sait ce que c'est. Tu sais, nous, on a des KPI, donc si le client est comme ça, on peut pas le mettre en partie pour pas pénaliser. KPI sexiste, plus Bah, du coup, 15% on sur le la met en, facture on mon le met gars. en perdu, tu vois. On le met en terminé ou en perdu, en gros, le client, on pouvait pas le traiter. Mais ouais, on a déjà eu des trucs du style, ouais, le SEO, c'est un truc de mec, tu Ouais, sais, c'est fou. voilà, c'est toujours. Mais bon, après, une fille, tu vois, qui a confiance en elle au niveau de la. Tu vois, qui a plus le syndrome de l'imposteur, ça, je Hmm. pense que ça aurait passé avec ce genre de client, tu vois. Genre, elle impose bien sa strat. Parce qu'en plus, ils sont nuls, ces Ouais, clients-là, ils connaissent rien au SEO, ils vont te dire des recos complètement farfelus. C'est souvent les putain SEO, c'est fou quand les clients même. qui pensent que le SEO, c'est des trucs. L'impression qu'il faut faire décoller une fusée avec des trucs super Ouais. compliqués. Mais si, si, ouais, ça arrive souvent. Et puis on a repéré, la typologie, c'est souvent la même. C'est des hommes qui sont souvent chefs d'entreprise, donc c'est pas des directeurs market ou quoi, c'est des toutes petites entreprises. Et souvent, Mhm. oui, c'est vrai, ils ont plutôt voilà, un âge un peu plus avancé, peut-être un peu l'ancienne génération, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Donc, Ok. Excellent. Enfin, excellent. Dans le sens où je tant trouve pis ça pour eux. assez surprenant parce que moi, enfin vraiment, moi j'ai jamais eu ça quoi. Après, en même temps, mais oui, en fait, c'est logique que j'ai jamais eu ça. Je suis freelance, donc je suis tout seul et je suis un gars, donc personne m'aurait dit d'entrée de jeu. Je suis super content de travailler avec vous plutôt qu'avec une femme, hein. Ça n'existe pas. Alors que oui, toi, comme tu as plusieurs profils homme-femme, ouais, t'en as qui peuvent te dire ah bah je préférerais si c'était machin. Ouais. Enfin bref. Ok, bah Et sur écoute, ça, j'étais pas du tout au courant. le critère en réalité, c'était le syndrome de l'imposteur slash la communication, tu vois. Ça, c'est Ouais, ouais, encore ouais. plus qui se met dessus. Ouais, clairement. Ok, bah écoute, je pense qu'on pense à peu près pareil, parce que moi j'avais noté, tu vois, en gros, qu'est-ce qui fait partir un client? Pour moi, il y a deux axes principaux et un troisième un peu bonus. Le premier axe, pour moi, c'est les résultats. Donc si les résultats sont juste pas au niveau.
Le deuxième axe, c'est la communication, parce que vous pouvez avoir une très très bonne presta SEO si le client il comprend pas ce que vous faites, pourquoi vous le faites, combien de temps, enfin s'il se rend pas compte que vous passez du temps, que vous mettez de l'énergie sur son site, il va avoir l'impression de payer pour rien, même si la courbe GSC elle augmente ou quoi. Donc ça pour moi c'est le deuxième truc. Et le troisième c'est un truc très précis, c'est en fait on pourrait dire que c'est une sous-partie de résultats en fait, c'est la différence entre les promesses et les résultats. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir de très bons résultats, une très bonne communication, mais si la presta en amont, elle a été survendue, par exemple, par un commercial qui a promis des résultats énormes, hyper rapides, etc., en fait, le client peut être frustré tout simplement, alors que objectivement, les résultats sont très bons, quoi. Mais ils sont juste en deçà des résultats qui avaient été promis au moment de signer le devis, quoi. Donc, et ça, c'est un truc que j'avais vu un petit peu en agence parfois. Ça peut arriver, surtout pour les agences qui ont beaucoup, beaucoup de commerciaux ou comment dire, qui misent tout sur leur force commerciale, justement. On peut avoir envie de survendre, etc., pour closer à tout prix. Et puis après, le client est engagé, voilà. Donc on est content. Mais bon, si derrière, les résultats sont bons, mais pas assez bons, pour moi, ça peut faire partir un client. C'est quand même bête. Enfin, moi, je trouve que c'est la fin la plus bête d'avoir une bonne communication, des bons résultats, mais juste le truc a été survendu de base. Donc après, je pense que c'est pas dans l'intérêt des agences de faire ça, mais sachez que ça peut arriver. Donc ça, c'était un peu pour le contexte. Et la deuxième question qui peut être intéressante, la deuxième question de contexte, c'est combien de temps garde-t-on un client en moyenne en SEO? Sachant que je le reprécise, là on parle de SEO parce qu'évidemment c'est ce qu'on fait, mais quand on vous dit que les résultats, la communication c'est important, le rapport entre promesses et résultats, c'est évidemment vrai pour d'autres thématiques, que vous vendiez du copywriting, de l'emailing, etc. Mais là, comme ça, vous avez le contexte. Antoine, toi, tu penses que c'est quoi le temps moyen de prestation Bah là, ça en dépend. SEO avec un client? 100%, ça dépend bien sûr de la qualité de la prestation, mais énormément du budget. Franchement, Ouais, un client qui a le budget, qualité de prestation satisfaisante, ça peut durer des années, et c'est le cas. Nous, on a des ouais, clients depuis des années. ouais, Ça se compte maintenant, parce on n'est pas très vieux, mais déjà en N+1, tu vois, N+2, ouais, et toujours avec les mêmes consultants, tu vois. Euh, ouais, un client qui a vraiment le budget et qui choisit d'externaliser ses tâches, ça peut vraiment durer des années. Et d'ailleurs, les meilleurs freelances, pour le coup, je pense que ceux qui ont beaucoup d'XP, je pense qu'ils ont des clients depuis 4-5 ans, tu vois, que ce soit du SEO, du Google Ads, etc., quand ça hmm, se passe bien. ouais, Par contre, sur les petits clients, qui représentent un fort volume, hein, parce qu'un petit client, c'est voilà, l'entreprise de moins de 5 CDI, quoi. Déjà, tu as moins de 5 CDI, tu mets 1000-2000 € par mois dans de l'opérationnel, c'est clairement une question que tu te poses, tu vois. Donc ouais, eux, c'est peut-être, je dirais, entre 3 mois et 1 an à peu près. ouais, Et parfois même nous, on leur dit, en gros, quand j'ai vraiment des petits clients, en gros, si c'est tout petit, je leur propose, c'est même pas chez nous, on n'en a pas, mais je leur dis, allez vous former et faites-le vous-même. Quand c'est des clients un peu intermédiaires, genre 2 à 5, tu vois, dans l'entreprise, je leur dis, en fait, on va vous faire l'audit, on va vous faire 1 mois d'opérationnel sans engagement, vous allez monter en compétences et vous allez reprendre le projet en interne. ouais, En gros, on vous met le pied à l'étrier, et en plus de vous mettre le pied à l'étrier, on va même faire un peu le travail avec vous au début, et ensuite vous reprenez. Donc eux, c'est parti pour 2-3 mois, tu vois. ouais. Et après, pour ceux qui peuvent franchement, ceux qui sont vraiment en mode, bah voilà, je veux déléguer, long terme, etc., si la qualité de la presta, elle est vraiment bonne, il n'y a pas de raison qu'il s'en aille, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je pense que du coup, si on combine tout, à mon avis, si on fait une moyenne globale, je pense que ça devrait être à peu près un an, quoi, la moyenne, entre, je veux dire, les clients qui restent plusieurs années et ceux qui vont rester quelques mois, tu vois. Enfin, non, peut-être un peu moins d'un an quand même, peut-être 8 mois, Ouais. 8-10 En mois. fait, toi, tu choisis plus tes clients encore que nous, parce que nous, on a besoin de volume. Donc toi, je pense que tu peux vraiment avoir une moyenne assez élevée. Mais vu qu'il Ouais. y a plus de petits clients, la moyenne, à mon Hmm. avis, doit être assez faible. Parce que, Ok. je sais pas, tu as Ouais, ouais, peut-être c'est sur vrai. 10 clients, tu en as peut-être 7 qui n'ont pas de budget, 3 qui ont du budget, tu vois. Donc on dirait quoi en moyenne? C'est peut-être 6 mois du coup? Ouais, peut-être 6 mois pour un auditeur, par exemple, type un peu freelance, agence, petite structure. Vos Ouais. premiers clients, si vous avez arrivé déjà à les garder 6 mois, c'est-à-dire que vous faites du bon boulot. Et puis peut-être que vous allez avoir une surprise parmi eux. Il y en a un qui a vraiment du budget et qui va Hmm. travailler avec vous des années, quoi. Ouais, c'est clair. Euh, c'est clair. Bah, de toute façon, on parlera. On a une section dédiée à notre meilleur cas de rétention client. On pourra parler de ça. Mais avant, la question qui fâche.
Notre pire cas de départ de client. OK. Bon, bah, très clair. Moi, le pire cas en fait, j'ai jamais eu attends, je réfléchis, mais j'ai jamais eu de relation, conflictuelle avec un client ou quoi. Par contre, à un moment, il y a un client qui est parti et pourquoi d'ailleurs? Je crois que justement parce que les résultats étaient pas assez rapides pour lui. Alors, pour autant, je lui avais pas survendu le truc, mais dès le début, c'était un client, qui voulait absolument des estimations de temps, «Ouais, en combien de temps, tu penses qu'on va ranker sur tel mot-clé?» et cetera et ça, c'était un petit red flag quand même, parce qu'un client, quand tu lui expliques que le SEO, c'est pas une science exacte, que bah, les deadlines liés au positionnement, en fait, ça n'existe pas parce que c'est aussi lié aux algorithmes de Google, à comment Google va considérer les actions qu'on va faire, à aussi l'évolution bah, du positionnement des concurrents aussi, parce qu'ils se battent en live contre vous, et qui vous demandent quand même, ouais, ouais, mais donne-moi une estimation quoi. Pour moi, c'est un petit red flag. J'avais pris à l'époque parce que bah, il avait quand même du budget, il avait l'air de bien payer entre guillemets. Il me disait que là-dessus, il était assez fiable sur les paiements parce que c'est pareil, les retards de paiement et tout. Enfin bref, c'est quelque chose qu'on veut éviter en agence ou en freelance. Donc en fait, il y avait ce red flag là, mais tout le reste, c'était des green flags, on va dire. Donc j'avais pris. Et en fait, à un moment, voilà, il était parti bah, parce que pour lui, ça allait pas assez vite, etc. D'ailleurs, pour la petite histoire, il m'avait renvoyé un message après coup, enfin quelques mois après, pour qu'on rebosse ensemble et tout. Donc très marrant. Mais C'est pas le client que je connais. voilà. De quoi? C'est pas le client que je connais par hasard. Si, si, tu connais, mais Bah, maintenant, on il va pas. travaille avec nous, quoi. Ouais, Mais pour le coup, il reste avec nous, ça se passe bien là. Mais en fait, ouais, ouais, bah tu vois. on fait décoller Bah, l'avion, et enfin, tu sais, le SEO, ça prend du temps, et nous, ouais, ouais, le c'est SEO, ça. on a mis le d'huile dans ce que tu as Ouais, c'est ça. expliqué, il était tout content, c'est nous qui avons Et pris puis l'atterri. là, je vais rebosser avec lui là sur un autre site qu'il lance, un autre truc, rien à voir avec la thématique de base en plus. Bref, il me fait trop rire. C'est du ping-pong entre nous, en fait, hein. Si tu passes par là, Peut-être qu'il passera par là. Le J, on l'appellera. le J. Mais, D'accord. mais ouais, et du coup, moi, c'est juste mon pire cas, c'était parce que, en fait, ça s'était bien passé et tout. Mais il m'avait dit, bah voilà, Paul, pour moi, ça a passé vite, tout ça. Je dis, ok, bah écoute, je comprends, machin. De toute façon, je savais très bien qu'il était très pressé à la base. Dès le début, je m'étais dit, bon, il a l'air sympa et tout, mais je pense qu'il va être trop pressé. Mais j'ai essayé de lui mettre un maximum de disclaimer et tout, mais bon, je voyais bien que ça changeait rien. Et en fait, pourquoi c'était mon pire cas de départ client? Parce qu'en fait, tout simplement, le budget mensuel, enfin les revenus mensuels que j'ai perdus suite à ce départ-là étaient assez conséquents. Je crois, parce que je gérais 2 de ces sites à ce moment-là, et je crois que c'était aux alentours de 3 000 € par mois, un truc comme ça, Oh, c'est énorme. 2700 TTC, un truc comme ça, enfin bref. Et j'en avais fait un post LinkedIn. Et voilà, je dirais que c'est juste ça. Mais après, bon, bah voilà, je pense que j'avais bien travaillé mon acquisition client, ce qui fait que j'étais très serein sur le fait de retrouver, entre guillemets, remplacer ce client-là d'un point de vue temps de dispo et tout. Mais ouais, je dirais que c'était ça. Mais en soi, je suis assez content parce que j'ai jamais eu vraiment de gros problèmes. Aussi parce que, comme tu l'as dit, je sélectionne bien mes clients en amont. Je peux me permettre de faire la princesse, entre guillemets, ça c'est plutôt cool. Et parce que, bah, je sais pas, après en termes de communication, je pense que je suis quand même assez réactif. En termes de résultats, je pense que, enfin, en tout cas, les clients sont contents. Donc ça roule. Donc ça, c'était mon pire cas, qui n'est pas si horrible que ça. Et notre meilleur cas maintenant de rétention client. Antoine, c'est quoi bah, ton meilleur cas de rétention client? Peut-être le client le plus Bah, je crois historique. que j'en ai 4 ou 5 qui sont avec nous depuis le début. Donc Trop en bien. gros, c'est des clients avec qui on a commencé. C'est des beaux budgets, c'est quand même, je sais pas, je vais pas les citer, je préfère pas, mais c'est quand même des beaux budgets. Enfin, je parle même pas d'investissement chez nous, c'est dans le sens où oui, c'est vrai qu'ils ont un point commun, c'est qu'ils ont du budget. Pour Ouais, eux, c'est pas, ils sont pas, entre guillemets, ils tirent pas la langue pour investir X euros chez nous par mois. ouais c'est clair. Mais c'est aussi les réussites des consultants qui les gèrent, quoi. Donc, les consultants qui arrivent à fidéliser des clients sur le aussi long terme, ça crée des relations de confiance, ça fait des strates et des courbes de trafic qui explosent parce que pour le coup, le SEO, ça prend du temps. Donc, vraiment, il y a une notion sur la différence entre un accompagnement de 3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois. C'est vraiment Ouais, exponentiel pour le coup. c'est clair. Et ouais, globalement, c'est ça. Et les points communs, c'est que c'est vraiment des gens. Alors, je veux pas faire de jugement de valeur, mais c'est des gens qui sont plutôt smart, tu vois. Ok, Dans le sens où ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils font, ils ont des hard skills assez développés. ok. Euh,
Et ça, c'est un point commun quand même, et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils restent, parce qu'en fait, ils comprennent que le travail derrière est bien fait, même si les résultats parfois peuvent prendre un peu de temps. Et au final, ils sont plus qu'arrivés, je pense, les résultats pour qu'ils soient depuis aussi longtemps. Ok, trop cool. Et pour peut-être l'audience, pour situer, tu dirais qu'ils dépensent combien en SEO en moyenne par mois si tu devais faire une moyenne de ces Bah là, du coup, sites-là? le point commun, c'est que c'est des gros budgets. Alors, je pars pas chez nous, mais en gros, c'est quand même c'est même pas des grands comptes, mais j'en ai parmi eux des grands comptes. Mais Ok, ouais, là, pour le coup, c'est entre du 1005 et du 3000. ok, pas mal, ouais. C'est quasiment des plus gros clients. Généralement, un gros client, c'est aussi un client qui peut rester longtemps, hein. Quand tu signes à 3000, ça veut dire déjà que tu peux te le permettre, quoi. Ouais. On parlera à la fin des deux types de clients. Enfin, en vérité, il y en a plus que deux, mais en gros, les clients chiants et les clients sereins, moi je les divise comme ça. Et, euh, et on verra peut-être que effectivement, plus il y a de budget, moins le client est chiant. C'est un truc qu'on remarque. On en parlera. Mais ok, bah très très cool. Moi, mon meilleur cas de rétention client, bah, je peux les citer, c'est Amosids. Donc j'en parle parfois, hein, mon client dans les super aliments, donc les compléments alimentaires 100% à base de plantes et tout. Et eux, je crois que ça fait quoi, 2 ou 3 ans qu'on bosse ensemble. Je crois que ça fait plus de 2 ans. Ouais. Et en fait, pour la petite histoire, c'est très marrant parce qu'on a commencé ensemble à travailler ensemble en freelance, alors que j'étais encore en études, encore en alternance à côté. Donc c'était vraiment, à cette époque-là, un de mes rares clients que j'avais en parallèle parce que je pouvais pas me permettre d'en avoir trop. Et donc c'était quand même la fin de mon alternance et tout. Et j'avais commencé avec un forfait pas très très cher qu'on a fait évoluer au fil de l'eau. D'ailleurs, récemment, on l'a réaugmenté ce budget-là. Et donc très très cool. Et on a honnêtement de trop bons résultats. Enfin, très très cool. Notamment aussi parce que c'est un site qui de base, c'est entre guillemets un vrai site qui a une vraie autorité. Ils sont présents sur Amazon, sur TikTok, etc. Et surtout, leur force, c'est qu'ils ont vraiment des diététiciennes en interne pour rédiger les contenus. Donc tout ce qui est autorité, EAT, etc. Bah, c'est très très, c'est au rendez-vous. Dès qu'on fait un article genre ashwagandha, les bienfaits de l'ashwagandha, tu vois, il y a toutes les sources officielles qui sont citées en fin d'article et tout. Enfin bref, donc très très beau case et on fait que de monter. Et c'est trop cool. Moi, j'attends qu'une chose, c'est que maintenant, comme on a ciblé quand même la plupart de leurs mots-clés, alors on peut toujours augmenter nos positions, hein, c'est clair, hein, on n'est pas premier partout, partout, mais j'attends qu'une chose, c'est aussi qu'ils ajoutent, tu sais, des nouvelles références dans leur site pour qu'on puisse les traiter tant d'un point de vue page produit, page catégorie ou même guide informationnel derrière et pour débloquer, pour ranker sur de nouveaux mots-clés. Mais ouais, ça se passe trop bien. Ok. Puis voilà. Euh, donc ouais. Alors maintenant, on va vous donner, ça va être la partie sur les tips concrets. On a parlé de globalement deux axes pour garder un client. Résultat, communication. Bon, je sais pas Antoine si tu envoies un autre axe, mais pour moi c'est un peu Ouais, les ou deux. alors, non, encore plus, c'est hard skill, soft skill, en gros. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Bah, ouais, ça va être clairement lié. Du coup, ma première question, c'est bah, comment satisfaire un client par les résultats ou par les hard skills. Je sais pas ce que tu en penses, Antoine. Pour moi, la réponse qui me vient direct en tête, c'est juste avoir un bon prestataire. Donc, si tu es en agence, avoir des bons consultants SEO. Si tu es freelance, bah, toi-même, faire en sorte que tu sois déjà bien formé avant de choper des clients. Pour moi, c'est la base de la base. Et d'ailleurs, je trouve aussi que c'est lié au syndrome de l'imposteur dont tu parlais juste avant. Pour moi, quand t'es pas 100% formé, t'es pas trop à l'aise dans ta propale, t'es pas trop à l'aise dans tes échanges avec le client. Alors que quand tu as déjà lancé tes propres sites de ton côté, etc., que tu sais comment ça marche, que toi-même tu t'es bien positionné ou que tu as eu déjà des beaux cases clients, tu es tout de suite beaucoup plus à l'aise sur la stratégie employée, etc. Et pour moi, c'est la base de la base, quoi. Après, je sais pas si tu as des choses à ajouter là-dessus. Bah non, mais je te rejoins, mais après, toi, enfin moi du coup j'ai une problématique que toutes les agences ont en réalité, c'est qu'on va onboarder des débutants, on va onboarder Hmm. des juniors, on va onboarder des confirmés, on va onboarder des seniors. Les Ouais. débutants, l'avantage c'est qu'ils ont un TGM qui est plus faible normalement que le tien, si l'agence est honnête, tu vois. Et nous, on va avoir des choses qui vont nous permettre d'avoir quand même une bonne prestation. Donc je dirais déjà les process.
Donc nous, on a des Ouais. modèles, en fait. Le consultant, il fait pas ce qu'il veut. Il a des documents à dupliquer, des champs dynamiques à personnaliser, etc. Mhm. De A à Z, tu vois, de l'audit sémantique Ouais. jusqu'à la de netlinking en passant par la technique. La deuxième chose, c'est un bon management, donc un coaching, quelqu'un qui l'accompagne. Et la troisième chose, et ça, pour le coup, c'est important pour tout le monde, c'est des objectifs court terme. Même toi, Paul, je pense que tu te dis dans ta strat naturellement, en fait, je vais vraiment aller ranker sur des mots-clés que je peux aller chercher en 2, 3 mois, tu vois. Mhm. Un débutant, il va pas réfléchir comme ça. Il va se dire, bah, Ouais, le c'est compliqué, hein. requête principale du site, etc. Et donc, Ouais. nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des roadmaps trimestriels avec des objectifs trimestriels. Tes roadmaps, elles sont construites sur tes objectifs. Donc, tes contenus, ils sont faits pour faire ranker tes objectifs. C'est pas un jour tu tapes à gauche, un jour tu tapes à droite. Pareil, ton netlinking, etc. Et on a un suivi de position sur ces mêmes objectifs. On a des suivis de trafic siloisés, par exemple, sur des silos, genre des catégories, des chemins d'URL sur ces objectifs. Et quand tu réfléchis comme ça, tu peux pas te planter, en fait. Tu peux, bah, Ouais. comme tu dis, le marché, on peut pas, c'est de l'itération. On peut pas savoir à 100% si ça va marcher, mais en tout cas, on a la bonne direction. On part sur le bon, voilà, les objectifs, ils sont là. Et après, voilà, il y a pas de secret. On va voir comment les choses se mettent en place, quoi. Tac, petite interruption dans le podcast pour vous rappeler évidemment que cet épisode est sponsorisé par Linkuma. Linkuma, c'est une plateforme qui vous permet d'acheter des backlinks à partir de 7 €, donc vraiment low cost. Des liens low cost mais efficaces, c'est pour ça qu'on les recommande. Et vous avez notamment aussi une fonctionnalité qu'on adore qui est la délégation de campagne. Donc vous pouvez dire à Linkuma, voici mon site, voici les mots-clés sur lesquels je souhaite me positionner, voire même ne pas leur donner de mots-clés, et eux vont se charger de mener à bien en fait une campagne de netlinking qui va vous pousser sur des mots-clés vraiment stratégiques. Donc si ça vous dit, vous avez évidemment un lien d'affiliation qui se trouve en description, n'hésitez pas à cliquer dessus, vous créer un compte et vous faire votre propre avis, sachant que comme c'est une plateforme qui propose des backlinks à des prix vraiment accessibles, vous pouvez très bien tester à hauteur de 30 €, donc, ou même 10 € ou même 7 € si vous souhaitez acheter un seul lien le moins cher. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est les tops acteurs du marché, ils sont très très cool, si vous avez besoin d'eux, ils sont très disponibles au support, etc. Et surtout, leur campagne pousse très très bien. On en a fait les frais personnellement, donc franchement, c'est vraiment chouette. Donc allez-y et on reprend tout de suite avec le podcast. Hmm. Bah écoute, je suis archi d'accord. J'avais pas forcément pensé même au process, tu vois. Alors qu'effectivement, en dehors des hard skills, je dirais que c'est le deuxième truc qui permet d'avoir des bons résultats. Parce qu'en soi, même un débutant qui a très peu de hard skills, effectivement, s'il y a les bons process, s'il les comprend bien, s'il sait bien les répliquer, en fait, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas de très bons résultats. Donc, ouais, super important. Ensuite, je dirais aussi peut-être un petit tips pour les personnes débutantes, alors que vous travaillez dans une agence ou que vous soyez freelance ou quoi. Faut pas hésiter à solliciter des SEO plus seniors. Donc si vous êtes tout seul indépendant, vous pouvez très bien aborder des gens sur Twitter. Moi, je reçois quand même pas mal de DM sur Twitter. J'essaie d'y répondre au moins une fois par semaine. Mais j'ai des questions SEO et en vrai, j'y réponds. Sur LinkedIn aussi. Et puis si vous avez la chance d'être dans une agence comme celle d'Antoine, bah là, vous pouvez tout de suite vous référer physiquement aux SEO qui vont être les plus capés, quoi, entre guillemets. Et ça peut faire honnêtement une belle différence parce qu'au début, c'est pas facile d'avoir le cœur net sur tout ce qu'on fait, etc. D'être sûr à 100% que ce qu'on fait, le brief qu'on fait, l'URL qu'on veut optimiser, c'est la bonne, etc. Alors que souvent, un senior, ça peut te débloquer la situation en 2 secondes. Bon, après, faut pas abuser non plus, quoi. Mais ça peut être une solution. Et puis sinon, bah, vous formez tout simplement hein, avec tous les moyens qu'on connaît. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des podcasts sur le SEO. Alors bon, c'est pas avec des podcasts que vous allez apprendre du SEO hard skills, mais en tout cas la logique peut-être. Et puis bah, tout ce qui est côté YouTube, etc. Il y a aussi de belles choses. Euh, Maintenant, bah, comment satisfaire un client par la communication? Franchement, si je devais donner un pourcentage d'importance entre les résultats et la communication, je pense que c'est du 50-50. Hein. Je sais pas ce que t'en Ouais. penses, toi. Ah bah oui, clairement. C'est vraiment, ouais. Parce qu'après, en vrai, on pourrait se dire, bah ouais, non, mais les résultats, c'est quand même le plus important, parce qu'il y a des clients, même s'il y a peu de communication, tant que les résultats sont là, ils vont kiffer. Mais en fait, limite, l'inverse, ça existe aussi, quoi. Il y a des clients, ils vont être, enfin, tous les clients vont vouloir des résultats, mais il y a des clients, pour eux, la communication, c'est la base, surtout pour nous, on parle du SEO,
parce que c'est un domaine qui est quand même assez flou, etc. Alors si le client ne comprend pas ce que vous faites, ça va être très très compliqué. Et donc toi Antoine, comment est-ce que tu fais globalement pour t'assurer que la communication entre tes consultants et tes clients On fait des cours soit de la bonne? théâtre. Des cours de théâtre. On fait des cours de théâtre toutes les semaines. En fait, ça, c'est Allez pas quelque Timothée, chose tu te lèves sur le bureau et tu cries très fort. mais ça, c'est pas quelque chose que tu peux enfin, pour le coup, c'est un truc, le soft skill, tu peux pas le processer. Tu peux Ouais, donner des conseils, par exemple, écouter plutôt que parler quand t'as pas trop confiance, dire ouais. oui, ok, sans donner des conseils avant d'avoir fait les analyses. Tu vois, il y a pas mal de gens, parfois, ils arrivent, mais t'as une courbe là-dessus, je sais plus comment elle s'appelle, elle est connue, en mode, Dunning-Kruger. je suis trop fier, je suis trop sûr de moi, et ensuite je commence à comprendre ce qui se passe et je perds toute confiance en moi, et ensuite je reprends confiance en moi, je crois, c'est encore comme ça. David Kruger, tu dis? C'est Dunning-Kruger, la courbe, en gros, c'est ouais, ta courbe de confiance quand tu David commences une Kruger. discipline, en fait. Et ouais, c'est bien ce que je dis, hein, c'est pic, descente et Ouais, remontée un peu stable. Et ça, pareil, je l'observe, c'est trop marrant. Tous les nouveaux qui ont un peu trop confiance en eux, ils arrivent. Tu sais, t'as un kick-off pour chaque nouveau projet. Je leur dis, bon bah voilà, ton premier client, tu te poses, ouais. tu vas faire ton kick-off. En gros, prends des infos. Mais écoute, ne parle pas, tu vois. Et là, ils arrivent. Ah, mais ça, vous devrez changer votre méta title et tout. Et sur ça, en mettant pas cher dans le truc et tout, le client est là, en mode, moi, j'ai pas envie de passer pour le leader price de mon secteur, tu vois. Ça commence à sortir des recos comme ça, tu vois. Et après, ils perdent un peu confiance en eux, ils ont le syndrome de l'imposteur. Et petit à petit, ils se remettent en place. Et moi, en tout cas, là-dessus, j'ai un conseil, en fait, c'est vraiment l'écoute. Allez pas trop vite, même en fait, Paul et moi. Enfin, je veux dire, si on a besoin, si on a un client qui nous demande quelque chose, je pense que le mieux, c'est de dire, OK, je vais regarder, il n'y a pas de souci, je comprends la problématique. Vous pouvez faire une analyse en live, mais parfois, il vaut mieux dire, OK, il n'y a pas de souci, j'avoue, je comprends et tout. Hop, on regarde Ouais, ça tranquillement, on fait un petit mail bien écrit, tu prends aucun risque, et ça marche pour tout carrément. le De monde, tu vois. toute façon, tu le sens quand une question qui t'est posée par un client ou quoi, elle peut être répondue là en 2 secondes parce que tu as déjà vu ce cas-là, tu sais exactement quoi faire pour checker le truc et lui apporter sa réponse. Ou quand, à l'inverse, va falloir vraiment te pencher dessus, réfléchir limite à voix haute tout seul là pour trouver la bonne réponse. Et ouais, du coup, je suis complètement d'accord. Et ça, bah, tu vois, pour revenir pour les auditeurs qui seraient intéressés, si vous ne connaissez pas cette courbe, tapez Dunning-Kruger dans Google. Et c'est marrant parce qu'en fait, effectivement, quand tu démarres dans une compétence, tu as une surévaluation, ils appellent ça l'auto-surévaluation, qui est liée à la première phase qui est la montagne de la stupidité. Ça me fume comme nom, mais c'est vraiment, c'est le nom du truc. Et après, ça redescend et tu as la vallée de l'humilité. Donc là, tu te dis, en gros, tu commences le SEO. Ah ouais, trop bien, attention de recherche, title, backlinks, j'ai tout compris, c'est trop facile et tout. Tu fais des premiers tests, ça marche pas, ou ça va pas aussi vite. Tu arrives sur Twitter, tu vois que ça te parle d'automatisation de trucs, bam, tu redescends tout de suite dans la vallée de l'humilité. Et après, ça remonte tranquillement. Ils appelaient ça, du coup, le plateau de consolidation, pardon, où ils disent que tu aurais une auto-évaluation plutôt réaliste alors qu'avant, tu étais dans une surévaluation. Enfin, bref, c'est très marrant. Mais ouais, je pense qu'on est tous, surtout en SEO, enfin même plein de domaines, la nutrition, le sport, tout. En fait, tu regardes 2-3 vidéos YouTube, tu te dis, ok, ils parlent tous de la même chose, en fait, c'est bon, j'ai compris toutes les bases. Alors que tu te rends compte que c'est au cas par cas, etc. En bref, très marrant. Donc en fait, je pense que l'humilité, c'est la meilleure chose au début qui va vous protéger sur cette partie soft skill. Vous êtes humble, vous allez garder, vous n'allez pas perdre vos clients en tout cas. Ils vont peut-être partir, mais vous n'allez pas les perdre. Alors que vous Ouais, faites trop le kéké, alors que voilà, le type vous proposez des résultats de fou, ou alors vous avancez sur des recos en live, etc. Bah voilà, le client il va partir à cause de vos soft skills, alors que finalement, il vaut mieux parfois juste se taire. Et c'est beaucoup plus ouais, facile de se taire que de faire des recos. Donc, ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est pas évident. En fait, un tip qu'on pourrait vous donner, c'est surtout ne regardez pas le Loup de Wall Street juste avant de faire un call client. Parce que vous allez, vous allez vouloir tout survendre et tout. En vrai, la petite vanne que je fais là, c'est. Pour moi, il y a un vrai truc derrière. C'est que je sais pas. Moi, au début, quand j'étais pas forcément hyper compétent, mais que même je prenais des prospects en call pour leur faire des petites propales ou quoi, je me disais, il faut absolument qu'à la fin de l'appel, ils soient hyper convaincus, qu'ils aient des étoiles dans les yeux et tout. Tu sais, j'ai un peu l'impression que c'est ce truc-là. Alors qu'en fait,
Bon, après, c'est clair, faut pas non plus que le client ou le prospect, au final, croit que vous êtes incompétent et tout. Mais typiquement, tu vois, le point que tu disais là en kick-off ou en call client, de dire bah écoutez, je vois très bien votre problématique là pour le moment, enfin ça va nécessiter une analyse plus approfondie, mais je vous renvoie un mail ou je vous fais un loom ou quoi. Pour moi, c'est une preuve d'humilité et puis même de connaissance de son métier en fait, parce que tu dis bah là, en 2 secondes j'ai capté toutes les étapes qui me feraient parvenir à votre réponse, etc. Et j'estime que c'est trop long pour le faire en live et donc je vous propose de revenir vers vous plus tard et tout. Pour moi, c'est vraiment, ça veut dire le gars, il sait de quoi il parle en fait. Il a tout de suite, il a estimé que ça allait lui prendre du temps, que C'est fallait qu'il se dommage penche de, sur le truc. en tant que client de parler avec quelqu'un comme ça, tu vois. Tu dis, il va prendre le temps de traiter ma demande. En interne, Ouais, il va peut-être confronter un petit peu les idées. Et il va ouais, faire un clairement, retour. Au moins, c'est un vrai retour. C'est pas un retour à chaud. c'est C'est ça ça. qui veut rien dire, quoi. Mais je pense que ouais, d'instinct, on se dit, t'arrives un peu jeune dans ce truc-là, tu veux faire tes preuves, tu te dis, allez, vas-y, il faut que je lui en mette plein la vue, il faut que là, il me pose une question, tac, je lui montre en live, comme ça, il va être impressionné et tout. Mais en fait, demandez-vous, est-ce que vraiment ça va être pertinent, quoi, avant de le faire? Est-ce que j'ai pas des chances de me rétamer? Est-ce que je vais pas commencer à faire, alors en fait, je sais pas. Moi, je vous le dis, hein, ce que je dis, c'est de l'analyse sur du volume, hein. Il y a 15 consultants, j'en ai peut-être 30 qui sont passés. C'est sûr à 100% que ce qu'on est en train de dire avec Paul, c'est la réalité, hein. C'est vraiment ce côté trop de confiance, aller trop vite sur les recos, etc. C'est ça qui fait que le client il part sur la partie soft skill. Ouais. Tu vois, je Et puis, préfère ouais, largement un profil un peu timide, un peu réservé, tu vois, parce qu'on peut penser que soft skill c'est ça, en gros, c'est je sais parler, tu vois, ouais. on peut penser que c'est ça. Alors que finalement, moi, je préfère largement quelqu'un d'un peu réservé, tranquille, tu vois, même pas réservé, juste qui prend le temps, plutôt que quelqu'un, tu vois, qui va. Le soft skill, finalement, c'est aussi du savoir-être, c'est de l'intelligence émotionnelle, c'est de la compréhension. C'est pas juste je sais m'exprimer, je Ouais, suis le plus fort, tu vois. C'est ça, ouais, quand c'est on parle de clair. soft skill, on peut penser à ça, tu vois. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui font ce quiproquo. Ouais. Et après, aussi, une petite particularité dans le SEO, mais aussi dans d'autres métiers, j'imagine, c'est qu'il y a aussi la place pour des profils qui sont pas forcément doués en communication et qui, justement, communiquent jamais avec des clients, mais qui, par contre, sont très très bons techniquement. Et leur rôle dans l'agence, ça peut être ça, d'être vraiment, bah, tu vois, on parlait du directeur technique ou j'en sais rien, mais tu vois, en tout cas, un expert, enfin, on en parlait dans d'autres épisodes, mais un expert technique qui va pas forcément faire des calls clients et tout, mais par contre qui va être une solide référence pour tous les consultants en interne et tout, qui va aider tout le monde sur plein de problématiques, sur tous les audits techniques de l'agence ou quoi. Et ça, bah, je sais pas si toutes les compétences, si c'est le cas pour toutes les compétences, mais en tout cas pour le SEO, il y a la place pour ça. Alors bon, faut pas que ces profils-là dans une agence, parce que sinon les clients ont plus du tout de communication. Mais pour moi, communiquer, c'est pas obligatoire si vous êtes pas, si vous êtes plusieurs en fait. Mais bon, en freelance, il n'y a pas le choix par contre. Euh, Après, bah, du coup, on voulait parler un peu des deux types de clients. Parce que pour moi, il faut agir différemment selon ces deux types-là. Donc, on va dire les clients chiants et les clients sereins. Donc, client chiant, c'est entre guillemets, hein, c'est pour désigner quelqu'un qui va être très pressé des résultats, etc., qui va tout le temps vous relancer pour savoir bah, quand est-ce que vous allez ranker, etc., qui veut parfois un peu trop fliquer aussi tout ce que vous faites, combien de temps vous passez, qui peut limite essayer de remettre en cause le devis parce qu'il se rend compte que, je sais pas, pour lui, vous passez pas assez de temps, etc. Enfin, ça peut être ça, hein. Et le client serein, à l'inverse, pour moi, il y a des méthodes de communication différentes. C'est plutôt le client qui veut. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est. Il veut comprendre qu'il se fait pas pigeonner, que ça avance, que c'est du gagnant-gagnant, mais il veut pas y passer des heures tous les mois. En général, ce qu'il veut, c'est un call mensuel, pourquoi pas, pour faire un point global, traiter toutes les problématiques en une seule fois, et surtout un email récapitulatif des actions qui ont été menées, des résultats. Mais globalement, il veut ça. Il veut, je trouve, une vision par mois de tout ce qui a été fait. Et après, pour lui, le SEO, c'est juste un bonus, entre guillemets. En tout cas, moi, j'ai eu des clients comme ça. Et je sais pas, Antoine, est-ce que tu relates un peu ça ou toi, tu t'identifies d'autres types de clients? Non, complètement, oui, si, si, complètement. C'est ce que j'identifie. C'est ce que j'identifie. Ok. Moi-même qui suis en plus, je suis client aussi tu vois, de graphistes, de rédacteurs, de monteurs Ouais, vidéo. Et voilà, je suis dans ce mood-là aussi, tu vois. Je me dis, faut faire confiance. En fait, quand tu prends quelqu'un, quand tu prends un prestataire,
tu te dis qu'il est meilleur que toi. Mmh. Genre, mon graphiste est ultra talentueux, je vais quand même pas lui dire quoi faire, je vais pas lui demander de me montrer comment il utilise, Illustrator et cetera, tu vois? Nous, on fait à J'avoue l'agence, hein, l'enfer, on l'enfer du fait type. des lots où on montre comment on utilise parfois nos outils, bon, pas vraiment comme sous cette forme, mais on peut faire des workshops pour, éduquer, tu vois? Ça me dérange pas. Ouais, Mais en fait, c'est ça, en fait, quand tu es client, ce qu'il faut chercher, c'est que, comme tu dis, c'est un retour sur investissement et surtout de déléguer, gagner du temps, que ce soit un CDI, que ce soit un freelance, que ce soit, peu importe. Ce qu'il faut, c'est faire confiance pour gagner du temps. Et donc, ouais. c'est pour ça que je disais que les clients long terme, c'est souvent les clients les plus smart et qui réussissent le mieux. C'est parce qu'ils ont cette vision dès le début, en fait. Bien sûr que, Mmh. comme tu dis, ils veulent pas se faire pigeonner. Et c'est pas ce genre de clients, ils se font pas pigeonner. Ils savent très bien quand ils bossent avec quelqu'un de sérieux et quand ils bossent avec quelqu'un de, voilà, où ça va pas. Ils feront peut-être pas un scandale, ils diront peut-être juste en mode, bon, bah là, on va faire une petite pause, tu vois, c'est souvent des clients un peu tranquilles. Euh, Alors que le client qui, dès le premier mois, te dit, comment t'as fait ça? Genre, tu utilises pas ça, ce ratio, ça va pas, tu vois, qui commence à te faire des recos, comme ça, tu te dis, c'est pas possible. Mais je pense que même eux n'ont pas compris certaines choses, en fait, de base. Quand tu délègues, il Ouais, faut savoir déléguer, il faut savoir faire confiance, il faut savoir écouter, tu vois. ouais, c'est clair. Mais Ah mais je suis assez d'accord. Mais du coup, ouais, pour donner des tips concrets, en gros, client chiant, comment le traiter? Bah, si pour reprendre la thématique de base du podcast, si vous voulez le garder à tout prix, ce client-là, parce que peut-être il paye bien ou quoi, bah, je dirais qu'il faut essayer de le calmer, mais quand même être présent, quoi. Moi, typiquement, ce genre de client, c'est beaucoup sur WhatsApp qui vont communiquer, parce que eux, ils veulent de l'instantané, etc. Et bon, faites attention, tombez pas dans le piège, parce que moi, des fois, euh, j'avais un client qui était tellement vif qu'en fait, il m'avait posé une question, je sais pas, il y a 3 heures. Je me connecte sur WhatsApp, je commence à écrire, j'envoie le message, et tout de suite, il a vu le message, il commence à réécrire et tout. Et là, alors, s'il y a un point urgent à traiter, bah, restez connecté sur la conversation, continuez à répondre, etc. Ça peut peut-être vous épargner un call, typiquement, ça se trouve, ça va plus vite. Mais si c'est pas le cas, dites-vous, bon, bah, ok, là, c'est bon, je ferme, je répondrai dans 15 minutes ou même plus tard dans la journée, parce que ça peut devenir vraiment. Enfin, le client, s'il commence à vous faire part de toutes ses angoisses et tout, et qu'il vous repose les mêmes questions mince, auxquelles vous avez déjà répondu, en fait, ça peut devenir interminable. Donc, je dirais que c'est ça, moi. Enfin, les clients chiants, il faut essayer de les rassurer souvent, etc. Leur répondre quand même dans des délais évidemment convenables. En général, comme je disais, enfin, moi en tout cas, c'était pas mal sur WhatsApp. Et à l'inverse, bah, les clients sereins, comme je disais, c'est faire en sorte d'avoir un bilan très clair. En fait, pour faire la différence entre les deux, moi j'avais un client qui me demandait tellement souvent des news, des résultats et tout, que j'avais même pas besoin à la fin du mois de lui envoyer un reporting de résultats. Il était déjà au courant de tout parce qu'on en parlait vraiment tout le temps, quoi. Le client serein, c'est plutôt l'inverse. C'est le gars, il vous a pas posé trop de questions pendant le mois. À la fin, il faut qu'il ait vraiment un bilan très clair de toutes les actions qui ont été menées, de tous les résultats qu'il y a par rapport au mois d'avant, etc. Un rappel peut-être même de la stratégie des focus actuels, de quel mot-clé on va cibler. C'est vraiment, pour moi, c'est deux clients opposé. Je sais pas ce que tu en penses, ouais, Antoine, mais je retrouve là-dessus. les deux. Mais le client chiant, à condition qu'il ait le budget, parce qu'il y a des clients aussi qui se trompent d'accompagnement. C'est aussi de la faute des sales, hein. Et moi, par exemple, j'ai Ouais, eu un seul avis négatif, je crois, réel d'un client sur Google. Et en fait, c'est un mec qui était tout seul, avec 3 alternants. Il a fait un mois de presta, et il a arrêté, il m'a mis un avis négatif. ok. En fait, le problème, là, c'est même pas le client, c'est moi. J'aurais jamais dû lui vendre une presta. J'aurais dû lui dire, en Ouais. gros, va faire une formation. D'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit à la fin. Je lui ai dit, si tu veux, je te rembourse. Comme ça, tu vas t'acheter une formation, tu vois. Et t'enlèves ton avis, s'il te plaît. Non, même pas, mais il m'a pas répondu. Euh, donc déjà, il faut bien s'assurer que le client chiant, c'est pas parce que vous lui avez fait quelque chose de pas adapté, tu vois. Typiquement, un mec qui a vraiment pas de budget et qui se coupe une jambe pour faire du SEO avec vous et qu'il a vraiment besoin d'un ROI sur 3 mois, c'est pas possible, vous lui dites à moitié. Bien sûr qu'il aura le droit d'être chiant. Mais un client qui est chiant parce qu'il a, enfin voilà, un budget suffisant, etc. Encore une fois, je pense au podcast avec Plix et Emmanuel qui disait en fait, il n'y a pas de client chiant. Il y a des clients qui ont besoin d'être rassurés. Hmm. C'est exactement ce que tu dis. Et si Ouais. vraiment il y a un client qui a du budget, en fait, il va être peut-être chiant au début, tu vas le rassurer, et peut-être qu'il deviendra plus chill, peut-être que tu as besoin de l'éduquer, de lui expliquer, voilà, Ouais, c'est vrai. en gros, le rendre client chill, comme tu dis, je sais plus comment tu disais, client Client détendu, serein, ouais. serein, voilà. C'est ça. Tu dois le rendre serein.
Mais du coup, il a besoin, parce qu'il a le budget, ça veut dire que c'est pas une question de. Il a besoin en fait de comprendre que tu es quelqu'un d'honnête, en fait, tout simplement. Et lui, il a peur Mm. que tu es en train de lui faire quelque chose de malhonnête. Ouais, c'est clair. Ça peut être ça. D'ailleurs, c'est peut-être aussi des clients, je me dis, qui se calment tout seuls dès que les premiers résultats arrivent, dès que la campagne SEO commence à être rentable. Ça peut être aussi ça. Mais voilà, en tout cas, vous avez globalement un peu nos méthodes. Donc, peut-être on peut faire un autre point bonus un peu sur la communication. Euh, je vais faire un rappel, moi, de mes process que j'utilise, de communication, entre guillemets, et des outils que j'utilise. Donc, en fait, moi, déjà, il faut savoir que j'ai pas forcément de call tous les mois avec tous mes clients. Il y a des clients qui le veulent. J'ai 2 clients avec qui je fais des calls mensuels pour voilà, je leur fais leur petit reporting de résultats en visio. Ils me posent leurs questions, je leur soumets mes points top prio, etc. On échange, c'est très bien. Il y a d'autres clients, donc en tout, je sais pas, je dois en avoir 5 par mois, 5 ou 6. Il y a d'autres clients qui veulent pas ça en fait, moi, qui ne l'ont jamais demandé et avec qui ça roule aussi très bien, où on échange surtout sur WhatsApp. Et WhatsApp, moi, vraiment, j'aime bien parce que ça te permet quand même de faire des vocaux, ça te permet, tu peux envoyer tes looms sur WhatsApp, message texte classique. Et je trouve que ça épargne quand même pas mal d'appels. Et moi, j'ai rien contre les appels, je pense qu'il y a certaines problématiques qui doivent être réglées par des appels. Mais en général, tu vois, un vocal bien expliqué ou un loom, loom, c'est, je trouve, un format excellent où tu fais petite vidéo partage d'écran, tu montres le problème au client ou quoi. Je trouve que c'est parfois très très bien. Donc bref, WhatsApp très cool. Pour moi, le seul danger, c'est de se perdre dans les messages et d'être tout le temps en train de répondre et tout. Donc c'est pour ça que moi, j'y dédie des moments précis dans la journée. Euh, mais voilà, globalement, c'est ça. Email pour les gros sujets, pour envoyer les factures, WhatsApp et puis Google Meet. En gros, ouais, c'est ce que j'utilise vraiment le plus. Antoine, toi, je crois pas que t'aies tes clients sur WhatsApp ou quoi, Si, hein. quand Toi, ils c'est veulent, que. en fait, nous, on s'adapte. Si? En gros, on a un mail, et après, on s'adapte Slack, WhatsApp, etc. pour la messagerie. Ok, trop cool. Nous, on utilise Loom aussi, obligatoire une fois par semaine. On peut faire des workshops en mode rendez-vous. Après, nous, on a plus de communication, hein, puisqu'on est une agence et on a beaucoup plus de Ouais, communication, je sais. Euh, on a un point mensuel obligatoire en mode rendez-vous d'1 heure, où tu remets en place la roadmap du mois prochain, tu regardes ce qui s'est passé au niveau des KPI. Et en fait, on a appel illimité s'ils nous appellent, tu vois, enfin vraiment, tu vois, le client est roi hein, dans une agence, hein, pour le coup. ouais, ouais. Si tu sens qu'il y a besoin d'un rendez-vous, tu l'acceptes. Mais en tout cas, le process, c'est un loom par semaine, donc c'est une vidéo par semaine, et un rendez-vous par mois. Ça, c'est le Ok, process. Après, s'ils veulent des rendez-vous en plus, on dira jamais non, quoi. ouais. Oui, c'est pareil. D'ailleurs, je précise, je disais que j'avais pas forcément des calls mensuels de prévu avec tous les clients. Évidemment, s'il y a d'urgence à traiter ou quoi, ou qu'ils veulent un call, je dis oui tout de suite, il y a aucun problème. Mais ok. Euh, Écoute, est-ce que selon toi, on a traité le sujet comment garder ses clients en freelance ou en agence, de A à Z globalement sur tous les points? Ou est-ce que toi, tu te dis il y a des trucs qu'on n'a pas dit qui manqueraient? Non, pour moi, je crois qu'on a fait un bon tour. Ouais, je pense aussi. Je vais reprendre les questions qu'on avait eues du coup il y a 2 semaines. Alors, mais je crois qu'on n'avait pas forcément de. Ouais, c'est ça. On avait que des questions un peu à part. Donc Thomas Meyer qui nous dit ça pourrait être aussi comment garder ces bons consultants. Donc ça plutôt côté agence. Mais bon, je pense qu'on a déjà beaucoup parlé. Enfin, on en a déjà pas mal parlé en vrai sur des épisodes. Donc à mon avis, il n'y a pas besoin de refaire une réponse. Euh, et on avait une autre question de Lola Scab qui nous dit bah hello, super idée en gros pour le sujet. Et après, elle nous soumet une idée. Un épisode sur la fixation de ces tarifs en freelance pourrait aussi être cool. Euh, Bah, c'est vrai que ça peut être. on peut en parler maintenant. En soi, je pense qu'on peut pas faire 50 minutes dessus. Non, je suis d'accord, ouais. Je Contre, pense ça que. rentre dans la fidélisation client. Typiquement, Ouais. avoir un tarif. En gros, TJM, c'est le taux journalier que tu es payé. Bien sûr, tu vas pas travailler une journée. Tu vas travailler 1 heure par semaine, ce qui représente une journée. Chaque jour, chaque Mm. semaine, c'est une journée. Que ce soit clair, parce que. Et après, ton TJM, il dépend de ton niveau d'expertise. Et en fait, ce qu'il faut, c'est être honnête. C'est-à-dire que si tu estimes que tu coûtes cher, il n'y a pas de souci, tu le dis dès le début.
Et tu vends ton temps au client à ton premier call. Donc, s'il veut prendre 3 jours, il prend 3 jours. S'il prend 10 jours, il prend 10 jours, peu importe. Mais il faut que tu sois carré sur ton TJM. Il faut pas que tu adaptes ton TJM au client. Il faut que ce soit toujours le même TJM parce que sinon ça va mal se passer. Et ton TJM commence, en gros, pour faire simple, en freelance. Je pense qu'un TJM débutant, mais motivé, en mode je vais mettre, je vais regarder des vidéos, je vais me débrouiller quand je trouve pas la solution, c'est un bon 300 € la journée. C'est déjà bien. Ouais, j'aurais dit Ensuite, un ça aussi. confirmé, un peu comme, je crois que Paul, tu me diras, c'est quoi ton TJM? Bah, je préfère, tu sais quoi ton TJM, du coup? Bah, 600 là. 600. Bah, pour moi, tu vois, t'es un confirmé avec beaucoup d'humilité, parce que je pense que tu pourrais te vendre plus cher. Mais en gros, le 600 en agence, c'est à peu près un confirmé. Donc c'est quelqu'un qui a 2 ou 3 ans d'XP, qui va être efficace. En gros, pourquoi le TGM il augmente? Parce qu'en fait, avec autant de temps, il fait 3 fois plus. C'est pas plus bête que ça. Ou Hmm. alors il va résoudre des problèmes qu'un autre ne pourrait pas. Et après, les TGM seniors, alors ça bouge entre Paris et la Provence, mais sur de l'agence, donc les grosses agences, forcément les TGM agences sont plus importants que celles des free, c'est entre 1002 et 2000, hein. C'est énorme. Et Ouais, ouais, après, ouais. un TJM à 2000, en fait, c'est le mec qui sait régler un truc précis et que tu vas faire intervenir une journée sur le projet alors que t'as un Ouais, TJM à 500 qui est à côté, tu vois. ouais, Genre un c'est mec ça. qui va être capable de te faire l'analyse de log alors que personne ne sait le faire. Tu vas payer 2000 € ton analyse de log. En réalité, ça va coûter une journée, mais tu auras un expert qui va être en mesure de te le faire. Mais C'est un peu bizarre à comprendre, mais c'est le même process dans tous les cabinets par exemple, un avocat, ça se paye au TJM. Euh, Tu vois, il y a pas mal de trucs comme ça, tu vois. ouais, c'est ça. En fait, moi je parlerais aussi d'un truc, c'est que pour moi, le TJM que tu dois fixer, c'est le TJM. En fait, tu peux prendre toutes les tranches de TJM de 100 jusqu'à 2000 par exemple, et tu t'imagines proposer ce TJM à chaque fois au client. Et à partir du moment où tu te sens mal à l'aise, pour moi, il faut prendre celui qui est juste avant, quoi. C'est un peu ça. C'est que, sauf si vraiment t'es quelqu'un qui se rend pas compte de la compétence qu'elle a ou quoi, mais moi je trouve que être à l'aise dans ses chaussures, entre guillemets, être à l'aise dans son TJM, c'est vraiment essentiel pour closer, pour tout, pour pas avoir l'impression de scammer ses clients. Alors bon, après, je sais qu'il y en a, ça dépend des personnalités, mais en tout cas, moi, c'est le cas. C'est pour ça que tu dis 600 €, c'est pas énorme, je pourrais être plus, mais tu vois, au-delà, je pense que j'aimerais pas. Et je pense que, ouais, moi, c'est vraiment le truc que je dirais. Au tout début, pour fixer mon TGM, moi, je regardais un peu ce qui se faisait effectivement sur Malte. C'est globalement ce que tu disais, c'est que les débutants, ils vont être bon, 300 €, des fois même un peu moins sur Malte, mais voilà. Puis ça peut monter très haut. On va dire, Malte, ça monte pas au-dessus de 1000 € en général quand même, mais bon, voilà. Et moi, je me suis dit, bah voilà, au début, je me sentais bien à 250, alors je me mettais à 250. Après, j'ai commencé à bien step up en termes de compétences avec l'agence et tout. Donc, je crois que j'étais passé vers du 400, je crois. En plus, mon acquisition, ça commençait à rouler, donc j'avais des demandes et tout. Et à la fin, voilà, je me suis mis à 500. Et là, j'ai augmenté assez récemment à 600, quoi. Ouais. Mais, euh, mais voilà, parce que je me sens bien avec cette idée-là. Et puis ouais, ça me va, quoi. Je pense que c'est Et important. faut bien comprendre qu'un TJM plus cher ne revient pas plus cher. Parce que ce que fait Paul en une journée, un débutant, il lui faudra 10 jours. Donc tu fais 10 fois 300, ça coûte beaucoup plus cher que 1 fois 600, tu vois. Parce que derrière le TJM, il y a l'expertise, il y a les process, il y a de l'automatisation qui peut être mise en place, tu vois. Il y a plein de trucs qui te permettent de gagner du temps. Exemple, Ouais, tu mets en place de l'automatisation, tu appuies sur un bouton, qui est déjà en place, genre, est-ce que le client a besoin de payer le fait qu'il faut créer un Google Drive, qu'il faut lancer un crawl, etc. Tu vois, il n'y a aucune valeur ajoutée. Donc ça mm. aussi, c'est des choses qui peuvent te faire augmenter ton TJM. Le tout, Ouais, je suis c'est de d'accord. se trouver. Moi, quand tu me dis, est-ce que tu es honnête ou pas, enfin, est-ce que tu te sens bien dans les baskets quand tu proposes ce TJM, c'est la conséquence, en fait, qu'est-ce que tu fais en une journée? Est-ce que tu fais en une journée un truc entre guillemets, quelqu'un que tu peux former en 2 semaines est capable de faire, donc à cas, ton TJM est débutant, ou est-ce que en une journée, parce que tu as accès à des outils, des process, un réseau, des connaissances, tu peux faire 15 fois plus que lui? Bah oui, bien sûr, ton TGM il est plus important parce qu'en une journée, tu feras 15 fois plus. Donc, je sais pas Ouais, si c'est 15 fois plus que lui, mais en tout cas, ça peut être facilement 6 fois plus, tu vois, 300 fois 6. C'est les plus gros TGM qu'on peut trouver sur de l'expertise, tu vois.
Ouais, je suis d'accord. Et puis au-delà de l'aspect quantitatif, il y a aussi l'aspect qualitatif, dans le sens où un brief de contenu, par exemple, qu'un senior va faire, surtout quelqu'un qui est bien calé en contenu, il pensera à des axes de contenu que le débutant, il n'y pensera jamais, en fait. Donc, même si tu as, allez, on va dire, un brief qui fait autant de mots d'un côté comme de l'autre, qui a été fait en autant de temps, bah en fait, ça se trouve, celui de droite est beaucoup, beaucoup plus pertinent. Il y aura de bien meilleurs résultats SEO par rapport à celui de gauche, quoi. Mm. C'est possible aussi. Donc, ouais, en fait, il n'y a pas de réponse exacte. Mais voilà, pour te donner un tips, tu peux déjà aller voir un peu sur Malte comment te situer. Tu vas voir, de toute façon, les moyennes, hein. Malte, c'est écrit les TJM des gens, c'est écrit depuis combien de temps ils sont dans la thématique, ils font ce métier. Donc, tu pourras déjà rapidement jauger. Et puis après, bah, si tu estimes que tu peux augmenter par rapport à ça ou baisser, bah, fais-le en fonction de comment tu te sens. Ouais. Puis de la valeur que tu apportes, évidemment. Je Je pense pense qu'on a que bien c'est un répondu à peu. la question. En vrai, c'est une question qui est pas évidente quand j'avoue t'es pas dans le Bah, puis surtout, bizarre. il n'y a pas de réponse fixe, il n'y a pas d'algo où tu rentres nombre d'années d'XP, machin truc, ça te calcule ton TJM, hein, ça n'existe pas trop. Après aussi un autre axe, c'est considérer ses charges. Parce que faut aussi un TJM où tu te dis, tu peux ton calcul, tu dis ok, alors je me mets à 400 euros, je vends, j'en sais rien, 20 jours grand max dans le mois. Bah, tu me diras déjà 20 jours, t'es bien. Pareil, une journée de travail en TGM, c'est une journée intense, hein. C'est pas en mode une journée. C'est en fait Oui, oui, oui. X heures, quoi. C'est pas une journée. Ouais, ouais, c'est ça. Bah après, ça dépend comment tu le C'est vends, 7 hein. heures en l'occurrence. Mais ouais. Ouais. Mais donc, ouais, faut que tu définisses ça. En gros, combien de jours efficients, enfin complets, je peux vendre dans mon mois, combien ça me rapporterait au global dans le scénario positif, où tout mon mois est full, combien j'ai de charges d'un autre côté, combien je paye de taxes, enfin bref, faut que tu prennes un peu tout en compte, quoi. Mais bon, globalement, si tu es par exemple en auto-entreprise, un TJM de même 300 euros, si tu vends pas mal de jours, t'es bien, hein. Bon, je pense que pour un freelance, Donc, 300 c'est bien. Et 500, tu peux emmener, tu peux commencer à vendre. Parce que, pareil, tu peux dire je suis à 500, mais en réalité, bah, au final, tu travailles 2 jours dessus, tu vois. Donc en fait, t'es à 250. Parce que du coup, t'arrives pas au résultat, le client il dit bah non, faut que tu refasses. Mais déjà, pour avoir un bon 500 de TGM en free, comme toi 600, je pense qu'il faut quand même que tu aies une acquisition. En gros, il faut que tu sois ton portefeuille et que les gens, en fait, c'est toi qui choisis tes clients. Là, tu peux peut-être commencer à arriver sur du 500-600. À mon ouais, avis, je pense aussi. c'est peut-être un bon indicateur aussi, en fait. Simplement, quand t'es pas à ton portefeuille et que tu peux pas choisir tes clients, bah, fais-toi un TGM des plus classiques, hein, à 300, et puis une fois que tu y arrives, peut-être que tu pourras te permettre d'augmenter, quoi. Bah, de toute façon, tu peux carrément faire la strat. Je me fous sur Malte, je fous un tarif vraiment en dessous du tarif des gens. Et puis, comme ça, je suis attractif et je chope des premiers clients comme ça, hein. Ouais. Il y en a qui font ça, hein. Donc ouais. Non, mais sinon, par rapport aux questions, c'était tout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à noter ce podcast sur Spotify, à mettre un petit commentaire. Puis sinon, bah, je pense qu'on se dit à la semaine prochaine, hein. Ciao. Ciao!